parlons de quelques points d'appui pour penser la notion d'intérêt de l'enfant dans les métiers d'aide et d'éducation. Alors, préalablement à l'évocation des points d'appui, il est important de rappeler que donc la notion d'intérêt de l'enfant est une notion de droit qui a été reconnue dans la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, aussi dans la Constitution belge, et qui vise, pour le dire simplement, dans toute décision qui concerne un ou plusieurs enfants, leur intérêt supérieur doit être une considération primordiale. Et la difficulté avec la notion d'intérêt de l'enfant, c'est qu'elle peut contenir une forme d'ambivalence, c'est-à-dire qu'elle peut parfois protéger et renforcer les droits de l'enfant, mais elle peut également parfois être mal comprise et donc instrumentalisée, invisibilisée, violer les droits de l'enfant, ou alors elle peut être mise en œuvre dans une vision paternaliste qui nous écarte d'une approche fondée sur les droits, qui est pourtant promue depuis l'adoption de la Convention des droits de l'enfant du 20 novembre 1989. Et donc, pour éviter en fait ces dérives liées à l'intérêt supérieur de l'enfant, pour éviter ces instrumentalisations de l'intérêt supérieur de l'enfant, qui sont reconnues aussi par les organes de protection, et donc notamment le Comité des droits de l'enfant, qui est l'organe des Nations Unies chargé de veiller au respect de la Convention, il dit bien dans ses documents qu'il y a ce risque d'instrumentalisation. Et donc, j'aime toujours bien évoquer l'observation générale numéro 14 du Comité des droits de l'enfant qu'on peut facilement trouver sur Internet. Cette observation générale numéro 14, le comité donc définit l'intérêt de l'enfant, il mentionne les apports et les risques de la notion, et pour éviter donc les risques, il va poser différents critères, différentes grandes balises. Alors, les balises, elles sont assez nombreuses et je pense que c'est vraiment intéressant que chacun puisse aller consulter ce document pour pouvoir s'en saisir dans les particularités de son métier, de la manière dont il va mettre en œuvre l'intérêt de l'enfant. Mais j'aime toujours bien rappeler en deux temps certains éléments du document. Et donc, tout d'abord, dans les travaux que moi j'ai conduits, alors à partir des documents du Comité des droits de l'enfant et donc de cette observation générale numéro 14, mais également à partir des recommandations que l'on peut trouver dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ou bien dans la jurisprudence de certaines juridictions belges, il y a des balises qui ont été mises en évidence. Et je trouve que c'est facile de retenir qu'il y en a 4. Il y a vraiment 4 trucs et astuces à retenir pour éviter soit d'avoir une approche paternaliste, soit d'instrumentaliser l'intérêt de l'enfant au profit d'autres raisons que les droits de l'enfant. Et donc, la première grande balise pour pouvoir, je dirais, adéquatement, conformément au modèle des droits de l'enfant, évaluer, déterminer et mettre en œuvre l'intérêt de l'enfant, le mobiliser, il faut tout d'abord se rappeler de la vulnérabilité de l'enfant et de la particularité de l'enfant. Donc, il est important de bien comprendre que l'enfant, il est à la fois même que l'adulte, c'est-à-dire que c'est un être humain qui détient des droits, mais il est également différent de l'adulte parce qu'il a une vulnérabilité particulière liée à une forme d'incapacité physique, mentale et juridique qui évolue au fil du temps, puisque évidemment l'incapacité physique, mentale et juridique évolue au fil du temps, mais il y a cette vulnérabilité particulière, il y a une forme de domination des adultes sur les enfants. Et donc, il va falloir renforcer la protection des droits de l'enfant. Et donc, l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est cette idée de rappeler que l'enfant est plus vulnérable que l'adulte et que donc, quand on prend une décision, il doit peser plus lourd. Mais attention, et ça, c'est souvent une mauvaise compréhension de l'intérêt de l'enfant qui peut être opérée par certains observateurs critiques, c'est de penser que cette notion de l'intérêt de l'enfant a permis la naissance de l'enfant roi dans le domaine des droits. C'est-à-dire que du coup, c'est l'enfant qui prime, uniquement ses intérêts et ses droits et pas le reste. Ce n'est pas du tout ça que dit l'intérêt supérieur de l'enfant, ce n'est d'ailleurs pas ce que disent les textes, ce n'est pas ce que dit l'interprétation du texte. C'est bien que dans la balance des droits et intérêts, de tous les droits et intérêts qui doivent tous être mis dans la balance, l'intérêt supérieur de l'enfant va peser un peu plus. C'est-à-dire qu'on va d'abord essayer de trouver une solution qui respecte les intérêts et les droits de toutes les personnes concernées, l'intérêt général également. Mais si on n'y parvient pas, eh bien, si à un moment donné, il faut trancher, comme l'enfant est dans une situation de vulnérabilité particulière, son intérêt va peser un peu plus lourd dans la balance. Et donc, ce n'est pas du tout un intérêt de l'enfant absolu qui domine tout, c'est bien un poids supplémentaire. C'est vraiment cet équilibre-là qui est important. Ça, c'est une première grande balise. Bien comprendre ce qu'est l'intérêt de l'enfant et bien prendre en compte la vulnérabilité de l'enfant. Ensuite, il y a la question de ce qu'on appelle dans la littérature la contextualisation, la concrétisation. C'est-à-dire que c'est un intérêt de l'enfant concret qu'on va devoir évaluer.
quel est l'intérêt de cet enfant-là dans cette situation-là. Bien sûr que dans les lois, on va évaluer l'intérêt de l'enfant en général, mais il est vraiment recommandé de faire cette évaluation concrète. Ça, c'est la deuxième balise. La troisième balise, c'est la parole de l'enfant. Donc, pour pouvoir déterminer ce qu'est l'intérêt de l'enfant, il faut écouter les enfants. Écouter les enfants et prendre en compte leurs paroles. Même tout petit, on peut entendre un enfant. Alors, c'est pas du tout faire de l'enfant celui qui décide, ce n'est pas de faire de l'enfant un adulte, c'est faire de l'enfant un sujet, un acteur qui contribue à l'élaboration de son intérêt, mais qui est évalué et déterminé par les adultes qui sont en train d'y travailler. D'ailleurs, que ce soit dans les métiers d'aide et d'éducation, mais que ce soit également les parents ou les décideurs, les juges. Et enfin, la dernière balise, qui est pour moi vraiment la plus fondamentale, si on doit retenir qu'une, c'est celle-là, c'est le fait qu'on est bien dans une approche fondée sur les droits. Et donc, l'intérêt de l'enfant, il doit être évalué et déterminé à la lumière des droits de l'enfant, dans une vision holistique, c'est-à-dire complète. Les droits de l'enfant, ils sont universels, interdépendants, indissociables. On doit tous les prendre en considération. Ça, ce sont vraiment les 4 grandes balises à respecter en tout temps quand on mobilise l'intérêt de l'enfant. Il y a ensuite des balises plus concrètes qui vont évidemment dépendre des différentes situations, l'identité de l'enfant, sa protection, sa sécurité, sa santé, son éducation, le respect de son milieu familial, le maintien des relations. Mais là, évidemment, ça va dépendre de chaque situation particulière. Et là, je vous invite vraiment à consulter l'observation générale numéro 14 pour saisir les éléments dont vous avez besoin. Et enfin, pour terminer, il est important d'avoir ces orientations, mais de se rappeler que l'intérêt de l'enfant, c'est une orientation, une étoile polaire à suivre, mais c'est une notion qui est ouverte et il ne faut surtout pas faire une checklist parce qu'alors on passerait à côté de l'intérêt, de ce qu'est l'intérêt de l'enfant, de la pertinence de la notion qui permet justement de s'adapter concrètement à chaque enfant. Et donc, si certains experts recommandent des checklists, avec d'autres collègues, je suis beaucoup plus réservée sur cette idée. Je pense que ces balises-là sont intéressantes pour évaluer ce qu'est l'intérêt supérieur de l'enfant.